Nous venons de voir dans la vidéo précédente ce qui caractérise une pédagogie de projet. Nous avons conclu en disant que c'est l'élève qui est acteur de son apprentissage. Du coup, la question suivante, c'est quel devient le rôle de l'enseignant? Pour cela, intéressons-nous à ces deux images. Comparons ces deux situations. Je vous propose d'identifier cette différence. Les élèves travaillent-ils seuls ou en équipe? L'entraide est considérée comme de la triche ou comme une ressource? Les tables sont rangées comme les sièges d'un bus ou disposées en îlot? Le bruit est-il signe d'agitation ou de travail? Les professeurs enseignent à tous en même temps ou les élèves apprennent-ils à leur rythme? L'erreur est-elle considérée comme une faute ou est-ce une tentative avant un nouvel essai? Les élèves mettent-ils du sens dans ce qu'ils font? Quel enthousiasme? Quelle motivation? Ce dernier point ressort très bien lorsqu'on interroge les élèves qui viennent de vivre une démarche de projet. Ils disent souvent qu'ils ont l'impression qu'ils étaient en récréation, pas forcément en classe. C'est à prendre dans le sens quand même positif, puisque ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Au contraire, il faut savoir qu'aujourd'hui, les liens entre les neurones vont être faits à long terme s'il y a eu de l'enthousiasme pendant l'apprentissage. Donc intéressons-nous maintenant à cette notion de lâcher prise. Ça va nécessiter de l'enseignant qui lâche prise avec ce qu'il pensait être de son métier, et donc il va falloir pour ça distinguer enseigner d'apprendre. Je vous propose de revenir vite fait sur ce que disait Jean Houssaye par rapport au triangle pédagogique. Nous avons trois acteurs dans la classe, le professeur, les élèves et les savoirs que nous visons. Et il y a toujours une relation privilégiée parmi ces trois. Lorsque c'est la relation professeur au savoir, parce qu'il y a des programmes à terminer, un examen à la fin de l'année, etc., c'est le processus enseigné, et c'est l'élève qui va se retrouver à la place du mort. À la place du mort par rapport au bridge, il faut qu'il soit là pour que la partie se fasse. Il est complètement illusoire de croire que parce que j'ai enseigné aux élèves à faire leur lacet, que les 30 élèves de la classe sauront faire leur lacet. Il va donc falloir laisser les élèves face à ce nouveau savoir, et donc ça va être le processus apprendre. J'ai enseigné comment faire une recherche documentaire, il va falloir que les élèves apprennent à faire une recherche documentaire. Donc ce temps d'apprentissage est fondamental. Un autre processus, donc on va voir que devient le professeur pendant que l'élève apprend. Notre processus, c'est processus formé. Cette fois-ci, on est sur une pédagogie de projet. Là, le risque, c'est les savoirs. Il y a une relation privilégiée entre le professeur et les élèves, mais on peut passer du temps en production finale, on doit faire une scène de théâtre par exemple, et on va passer plus de temps à prendre du plaisir à faire les costumes qu'à travailler les notions d'oral ou d'écrit, si on voulait écrire un scénario pour être lu par les acteurs, etc., alors que c'était ces compétences disciplinaires que l'on visait au départ. L'autre chose, pour revenir sur ce lâcher-prise, donc pardon, sur ce que fait l'enseignant, que va faire l'enseignant? On va venir sur les travaux de Dominique Bucheton qui s'est intéressé à la façon dont on réagit dans une situation. Par exemple, en allant filmer les élèves en classe, on s'aperçoit que lorsqu'on leur donne un travail, les élèves passent par plusieurs types de réactions, de postures, comme elle dit. La première posture chez les élèves qui rencontrent des difficultés peut être une posture de refus. À prendre au sérieux parce qu'une posture de refus, ça met en même temps le début de l'esprit critique, mais ça peut cacher aussi des soucis personnels assez importants derrière. Nécessitera peut-être d'en parler à l'infirmière ou à l'assistante sociale. La seconde, souvent la posture de refus vient quand même du fait que ça n'a pas de sens et l'élève n'est pas motivé par rapport à ce qu'on lui propose. L'autre posture, c'est une posture scolaire. L'élève fait, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Que fais-tu? La question 3, pourquoi? Parce que j'ai terminé la question 2. Mais y avait-il un lien entre la question 2 et la question 3? Aurais-je pu faire la question 2 après la question 3? L'élève ne sait pas répondre à ça, l'élève qui rencontre des difficultés. Par contre, les élèves qui réussissent, eux, savent passer dans cette posture secondaire. Ils sont bloqués à la question 2, ils vont passer à la question 3, ils vont peut-être déceler en faisant la question 3 qu'il y avait une réponse possible pour la question 2, ils vont chercher d'autres façons de faire, aller chercher dans leurs ressources, dans leurs livres, dans leurs cahiers, une façon pour résoudre l'obstacle qu'ils sont en train de vivre. Donc ça, c'est la posture recherchée. Elle vient souvent d'enfants de milieux sociaux favorisés, alors que les autres ne l'ont pas appris à l'école. N'est-ce pas le rôle de l'école, dit-elle, que d'aider les élèves
à apprendre à passer dans une posture réflexive. Alors pour ça, on va s'intéresser à la posture de l'enseignant. Lorsque l'enseignant est dans une posture de contrôle, par exemple, c'est vraiment lui qui enseigne par rapport au savoir. Donc le temps est important, il faut finir le programme dans le temps, etc. Il va guider les élèves, écrit le titre en rouge, à 3/4 du bord, fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, il y a des postures de refus, ça fait le travail, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Par contre, même l'ambiance de classe n'est pas toujours très agréable. Par contre, lorsque l'enseignant va oser lâcher prise, va oser mettre les élèves en équipe, va leur proposer une activité sans donner les questions intermédiaires. Par exemple, combien de pots de peinture ai-je besoin pour repeindre cette salle? Et il ne va pas dire, premièrement, on va mesurer les dimensions, deuxièmement, calculer les surfaces, pense à soustraire celles des fenêtres que l'on ne va pas peindre. Il va laisser faire les élèves, il va leur tourner le dos, il va être avec certains élèves tourner le dos aux autres. Ce qu'on observe dans ces classes, et même quand on interroge les élèves, c'est que parce que l'enseignant leur fait confiance, parce que l'activité a du sens, on voit disparaître des postures de refus et on voit apparaître les postures réflexives. Une autre posture, c'est la posture d'accompagnement, où là, l'enseignant, du coup, devient observateur et va pouvoir aider les élèves de façon différenciée. Tiens, tu te souviens plus comment on calcule une surface? Voilà la leçon. Tiens, ça tu sais plus faire, voilà un exercice corrigé qui ressemble, essaye de te l'approprier. Le risque, c'est d'être dans une posture de surétayage, où on n'a pas la patience, et on donne la réponse en même temps que la question. Tu ne sais pas faire, t'es lassé, tiens, je vais te les faire, j'ai pas la patience d'attendre que tu essaies. Donc, un écueil à éviter, c'est cette posture, et celle à privilégier, c'est la posture de lâcher prise. Donc, pendant le projet, quelle conduite va faire l'équipe d'enseignants? Pendant le projet, on peut être en animation ou en co-animation, on va observer pour réguler, est-ce que je vais plus vite, moins vite, à qui j'apporte de l'aide, est-ce que c'est une aide sur la connaissance, est-ce que ça va être une aide sur la méthode. Donc on va servir de soutien, de motivation, on va aussi aider les élèves à développer leurs compétences sociales, parce que dans l'équipe, il va y avoir des conflits, on ne va pas tous respecter les idées des autres, certains vont vouloir prendre le pouvoir, apprendre à travailler avec des élèves dont on n'est pas forcément camarade. Tout ça, c'est des compétences fondamentales, apprendre à gérer ses émotions, à développer son esprit critique et la tolérance vis-à-vis des autres. C'est fondamental dans notre 21e siècle. Ensuite, l'enseignant va aussi valider la répartition des tâches, de façon à ce que ce ne soit pas celui qui sait qui fasse, mais que celui qui ne sait pas encore puisse profiter des connaissances de son camarade. Favoriser aussi la créativité, en n'obligeant pas les élèves à suivre le chemin de l'enseignant. On s'aperçoit que des élèves vont utiliser des stratégies complètement différentes. Certains vont utiliser la schématisation, les tableaux, des cartes mentales, etc. On va avoir une multitude de productions finales très diversifiées. Donc, puisque l'enseignant va se retrouver en lâcher prise, il n'a presque plus rien à faire, il devient observateur, c'est parce qu'il a fait un gros travail de préparation avant. Et donc le travail de concertation avec les équipes va être important pour hiérarchiser les objectifs. Qu'est-ce qui était important? C'était de faire une maquette ou de réutiliser les notions de proportionnalité? Est-ce que c'était de faire une recherche ou d'apprendre à lister des mots-clés, à identifier la source, etc. Donc lister ces objectifs en coopération avec les enseignants des autres disciplines, et chacun avait sa spécialité pour apporter ses propres compétences. En lien avec le socle commun, les programmes qui sont issus du socle commun, les parcours comme le parcours citoyen par exemple, et les éducations aux médias, elles aussi fondamentales au XXIe siècle. Il faut aussi préciser les critères d'évaluation. Qu'est-ce que je vais observer? Par exemple la persévérance. Mais oui, mais c'est quoi un élève persévérant? C'est celui qui va rencontrer une difficulté et qui va essayer à nouveau, qui va utiliser les ressources à sa disposition, qui va oser faire appel à la ressource humaine que peut être un camarade ou le professeur. Alors que d'autres élèves qui manquent de persévérance vont attendre que l'heure passe et que l'enseignant se rende compte que ça fait un petit moment que l'élève est face à un obstacle. S'assurer aussi de la faisabilité du projet, parce que si le projet est trop ambitieux, on risque de ne pas atteindre nos objectifs d'apprentissage et de décourager les élèves. Mais il ne suffit pas que l'élève fasse, il faut qu'il soit acteur, oui, mais aussi il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Et c'est dans ce second temps que l'on va apprendre le plus. C'est ce qu'on va appeler la métacognition. Qu'avons-nous appris
Ah, j'ai appris à faire une maquette. Oui, mais ça c'est ce que tu as fait. Mais qu'as-tu appris? À réutiliser la notion de proportionnalité. Ah, j'ai appris à faire une recherche documentaire en faisant une affiche, etc. À quoi cela pourra-t-il nous servir? Dans quelle autre situation? On prépare le transfert. La compétence est pouvoir utiliser ces notions dans une nouvelle situation. Il faut les entraîner à ça en leur posant la question en fin de projet. Quelles ont été les stratégies comparées comme certains ont fait un long texte pendant que d'autres, ou on fait un copier-coller pendant que d'autres ont juste stabiloté les mots-clés et ont reformulé. Que pourrions-nous améliorer du coup? Et nos objectifs d'apprentissage ont-ils été atteints? Tout ça pour aller vers des projets nouveaux qui vont permettre de valider de véritables compétences. Cette métacognition peut être faite en demi-classe, en accompagnement personnalisé par exemple. Donc voilà pour la posture de l'enseignant qui doit être en lâcher prise. Maintenant on va voir si la démarche de projet est la solution miracle.